La campagne agricole s'installe dans la région de Sikasso. Les producteurs sont dans les champs. Les acteurs tracent déjà les contours d'une saison à fort enjeu. Cette année, l'objectif est de produire plus d'1,5 million tonnes de céréales. Le dossier de Moussokoro Sérémé en début de journal. 2025, année de la culture, une décision présidentielle concrétisée par d'énormes actions concrètes, la valorisation des légitimités traditionnelles, l'assurance volontaire pour les artistes, l'organisation des états généraux de la culture, bref, la valorisation de notre patrimoine culturel. À l'occasion de l'enquête du président de la transition, Cheikh Oumar Sangaré s'est intéressé à quelques grandes actions. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. À 40 ans, notre compatriote Modibo Sakho est élu président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie, une première au niveau de cette juridiction de l'Union africaine. Un honneur pour le Mali. Modibo Sakho est un magistrat émérite au parcours exceptionnel, nous dira Souri Ibrahima Keïta. Bamako, sous une fine pluie, nous ouvrons ce journal par les nouvelles des FAMA sur le théâtre d'opération. Les forces armées maliennes ont infligé de lourdes pertes ce matin aux terroristes. C'est un communiqué de l'état-major général des armées qui l'annonce, le commentaire de Abdoulaye Sako. Ce dimanche 8 juin 2025, les FAMA ont détruit avec succès un véhicule bourré d'explosifs et neutralisé ses occupants à 11 km au sud-ouest de la localité de Balé, région de Nara. L'opération a été menée suite aux renseignements faisant état d'un projet d'attentat avec utilisation traître de ce véhicule civil précédemment enlevé par des groupes armés terroristes. Une longue et minutieuse surveillance a permis l'identification du véhicule qui a été détruit avec précision en même temps que ses occupants. L'état-major général des armées se félicite de la vigilance et du professionnalisme de nos hommes. Il rassure également que rien ne sera de trop pour les FAMA à ramener la paix et la quiétude auprès des populations. Les forces armées maliennes montent en puissance et évoluent en toute autonomie sur l'ensemble du territoire. Depuis la libération de Kidal, les forces y sont présentes et font des patrouilles de jour comme de nuit. Parmi celles-ci, un personnel féminin, le caporal Korotoum Koulibaly de la garde nationale, Sidi El Mehdi Ag Al-Baka l'a rencontré pour nous. Suivons son reportage. Participer à la reconquête du territoire national et à la lutte contre le terrorisme, cette page de notre histoire a souvent été marquée par les hommes. Il faut noter que les femmes sont parvenues à changer le cours des choses grâce à leur ténacité et à leur courage. Un parcours incroyable de femmes braves qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire. En route pour une mission complexe dans la région de Kidal, nous apercevons le caporal Kouroutoumou Koulibaly, né à Diago, commune rurale de Kati. Elle a été incorporée en 2010. Ses premiers pas ont été enregistrés dans la musique des armées avant de rejoindre les terrains des opérations au nom de la garde nationale. J'ai choisi le métier des armées parce qu'il n'y a pas un travail plus noble que de défendre mon pays. Je travaille sans discrimination. Ce n'est pas une première. Rencontrer une Malienne armée sous les couleurs nationales au service de la mère patrie. Au sein des forces de défense et de sécurité maliennes, le personnel féminin contribue de manière extraordinaire à la réussite des missions de FAMA. Caporal Kouroutoum Koulibaly, c'est un très bon élément. Vraiment un caporal digne, discipliné, ponctuel, sincère et toujours engagé. Notre guerrière du désert a été formée au centre de formation commune de base de Markala, suivie d'une formation professionnelle au camp de garde de Temokro-Bougou en qualité d'élève garde. Elle a obtenu son CAT1 en 2019 et son CAT2 en 2024. Aujourd'hui, affectée à la 8e compagnie territoriale de la garde nationale à Kidal, elle brave toutes les incertitudes pour l'honneur et la dignité de notre pays. Après voir que je suis venu par les ravis de Gao jusqu'à Kidal, passer la nuit à Anefis, comme les devises des gardes, servis partout,
avec honneur, loyauté et discrétion. Le caporal Kouroutoumou G. Koulibaly, fidèle au serment de la garde nationale. Les gardes-mères ne se rangent jamais. Elle demeure engagée à apporter sa pierre à l'édifice dans un Mali où les femmes montent en puissance et terrorisent les terroristes. Bon courage au caporal. La physionomie de la campagne agricole 2025-2026 se dessine dans la région de Sikasso malgré l'installation tardive des pluies. Les producteurs sont dans les champs et la situation varie d'une zone à une autre. Cette année, la région s'attend à une production de plus d'1 502 000 tonnes de céréales. Le reportage de Moussokoro Sirimi. Après une campagne agricole 2024-2025 exceptionnellement réussie, avec plus de 808 000 tonnes d'excédents de céréales encore disponibles sur le marché, la région de Sikasso amorce la nouvelle saison 2025-2026 avec optimisme, malgré une incertitude climatique et un retard dans l'acheminement des intrants. Dans certaines parcelles, les semis précoces montrent déjà leurs premières pousses, signe d'un début de saison encourageant. Nous sommes à ce jour à 138 mm en 8 jours, contre 33,9 mm en 4 jours pour 2024. Et ces pluies précoces ont permis quand même aux producteurs de mener des opérations de labour, de transport de fumure organique et même l'installation de certaines cultures comme l'igname, la patate, les tarots, les maïs par endroits. Les prévisions pour cette campagne, il est prévu 661 562 hectares qui sont prévus pour 2025, toutes céréales confondues. Nous nous attendons quand même à une bonne production, parce qu'en termes de production, il est prévu 1 500 000 tonnes de céréales. Si les conditions climatiques sont pour l'heure prometteuses pour réussir la campagne, la fêtière des organisations paysannes et des producteurs reste tout de même en alerte en suivant de près l'installation des pluies et appelle à la mobilisation générale pour éviter de compromettre les rendements. L'hivernage, ça commence, ça continue. Si tu restes à dormir, tu seras en retard et cela va te coûter cher. Tu n'auras pas de quoi nourrir ta production, que Dieu nous en garde. Mais tout ce qui veut favoriser ça, ce résultat, c'est que réellement les jeunes et les femmes s'engagent dans les activités agricoles. La souveraineté alimentaire aussi, c'est le paysan et les techniciens qui sont ses soldats. L'intervalle entre les pluies est parfois trop long et si ça continue, les jeunes plants vont sécher. C'est pourquoi c'est risqué maintenant de mettre les engrais. En fait, Salo, c'est le Niasoro Dobeka Kabada. On a déjà terminé avec le labour. Les champs de sorgho sont préparés et le maïs est semé. Sikasso entame donc cette saison agricole 2025-2026 sur fond d'espoir et de mobilisation. Mais le climat, la logistique et la coordination des efforts seront les arbitres silencieux d'une campagne que tous espèrent aussi fructueuse que la précédente. Un homme sans culture est un arbre sans fruits, dit-on. Le Mali, un pays de culture, valorise son patrimoine et c'est à juste titre que le président de la transition a décrété 2025, année de la culture, afin de permettre aux Maliens de se ressourcer davantage et valoriser nos richesses. À l'occasion de l'an 4 du chef de l'État, la rédaction fait la rétrospective de certaines grandes actions du chef de l'État en faveur des acteurs de la culture et des garants de la tradition. Malgré la crise, le Mali culturel est en marche et le secteur est mis en contribution pour recoudre le tissu social, nous dit Cheikh Oumar Sangari.
l'amiral d'armée Assimi Goïta a vite compris que la culture est partie intégrante des solutions aux problèmes maliens. Conformément à ma vision de donner une culture de Malikoura à la jeunesse et à inculquer la valeur sociétale aux jeunes du Mali dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires, je décrète l'année 2025, l'année de la culture au Mali, toute chose qui participera à la renaissance culturelle de notre pays, avec nos valeurs cardinales de paix, de cohésion sociale et une promotion accrue des talents de nos artistes, avec une valorisation de notre patrimoine culturel commun. Ainsi, pour un traitement endogène, la chefferie traditionnelle a été remise en valeur avec l'octroi des insignes, certificats et drapeaux aux chefs coutumiers. Pour une appropriation populaire de cette initiative présidentielle, les journées nationales des légitimités traditionnelles furent instaurées et célébrées chaque 11 novembre. Nous vous faisons chevalier du mérite des arts et de la culture. Des textes législatifs et réglementaires ont été adoptés en faveur des acteurs de la culture. Parmi ces textes, on a celui qui crée la médaille du mérite des arts et de la culture, adopté en Conseil des ministres le 28 décembre 2022 et qui fait désormais oublier une injustice aux acteurs culturels maliens. Il s'agit de récompenser les personnes qui se sont illustrées par leur création dans le domaine des arts, de la culture et des lettres ou par leur contribution à la protection, à la perpétuation, à la valorisation et au rayonnement du patrimoine culturel malien. Ainsi, le décret pris le 1er novembre 2024 désigne les 26 premiers bénéficiaires de cette médaille décernée le lundi 13 janvier 2025. Pour le respect de la mémoire collective malienne, le président Goïta a pris le décret numéro 0722 PTRM du 13 décembre 2024 portant dénomination des voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. 11 boulevards, 15 avenues, 5 rues, une place publique et 3 établissements publics changent de nom pour emprunter des appellations typiquement maliennes. Objectif, nous réapproprier de notre histoire, célébrer nos grands hommes, valoriser le patrimoine mémoriel et transmettre une mémoire nationale digne de notre grandeur aux générations futures. L'éducation aux valeurs, la promotion des langues nationales, le respect des symboles de l'État, la valorisation du patrimoine vestimentaire malien. Bref, le président Goïta met en avant la préservation de la dignité et du savoir national. C'est dans ce cadre que le cap a été maintenu dans la proclamation des trésors humains vivants THV. Le décret du 4 janvier 2023 portant proclamation de la 3e vague des trésors humains vivants du Mali désigne 6 THV dont une femme qui œuvre dans la médiation sociale et culturelle, la magie et la médecine traditionnelle. La rencontre de ce matin porte la marque d'attention de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à l'endroit de la communauté des acteurs culturels et des artisans du Mali, à laquelle communauté il est très attaché. Malgré les difficultés du moment, les autorités ont tenu à l'organisation de grandes rencontres que notre pays abrite comme la Biennale africaine de la photographie appelée les rencontres de Bamako, le Salon international de l'artisanat du Mali-Siama et prévoit d'organiser le festival Triangle du Balafon en octobre prochain à Sikasso. Dans ces registres, la grande prouesse fut la reprise avec tact de la Biennale artistique et culturelle après plus d'une décennie de léthargie avec une édition spéciale sans suite. Un véritable coup de maître que Mopti a abrité du 6 au 16 juin 2023 avec la participation de toutes les régions anciennes comme nouvelles. Mieux, c'est Tombouctou qui va accueillir l'édition de cette année. Un autre défi culturel de taille que le pays s'apprête à relever.
Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, continue de miser sur le secteur de la culture et 2025 est l'apogée de cette espérance. Déjà, l'année est pleine d'initiatives regroupées au sein du projet Mali Culture 2025. On note les rapports issus des États généraux de la culture avec 89 recommandations pour la refondation du secteur culturel. Parmi elles, la recommandation de tous les espoirs, l'augmentation du budget du secteur de la culture et de l'artisanat à au moins 1% du budget national. Le plan d'action gouvernemental 2025-2026 présenté par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, s'inscrit dans la continuité des orientations du président Goïta dans le cadre de la promotion des arts et de la culture. Déjà, les artistes et artisans ont le sourire aux lèvres avec l'assurance volontaire pour la culture AVOC, un régime de protection sociale spécifique pour les artistes et acteurs privés des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Vous savez, les artisans, c'est 40% de la population active. Et sans compter les deux autres secteurs. Ça veut dire que notre département, les trois secteurs réunis, c'est au minimum 50% de la population active. Si nous arrivons avec cet instrument à sortir de la précarité, 50% de la population, comme Madame la ministre l'a dit, nous avons exécuté la mission du chef de l'État, à savoir travailler pour un Mali solidaire, pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Au niveau international, le président Goïta, dans son mandat de président en exercice de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, crée une dynamique de coopération culturelle inter-États pour faire de la culture un des points d'appui de souveraineté pour le Sahel. La création et la validation du logo, du drapeau, et récemment de la confédérale, l'hymne de l'AES, précisément les 7 et 8 mai 2025 ici à Bamako, illustre parfaitement l'engagement culturel du général d'armée Assimi Goïta pour le Mali et par-delà pour le Sahel. Et dans le cadre du projet Mali Culture 2025, le secteur privé apporte également sa contribution. C'est dans cette logique que Africa Scène et l'espace culturel Bloumba ont créé le concept Maliko. Le Mali dit, il s'agit d'une création artistique avec des jeunes artistes comme Maïmouna Soumounou, Kadi Kouyaté, Malaké et Yang BG. Ils revisitent le répertoire musical des années 1960 à 2000. Notre reporter Mariam Koulibaly a assisté au lancement du concept le week-end dernier à l'espace culturel Bloumba. Suivons ensemble. Ce sont entre autres des titres comme Maliba de Bazoumana Sissoko, Tassidoni du Superbiton National et Tchebami Mali de Aïra Arbi qui seront remis sur scène par ce projet de création artistique Maliko, autrement dit le Mali dit. L'initiative vise à reconnecter les jeunes du Mali avec leur histoire, leur culture et leur citoyenneté. Ce projet est un projet musical divisé en 3 phases. Donc la première phase, ce sera d'abord la production d'un album de 19 chansons intemporelles, c'est-à-dire des chansons qui ont vraiment marqué l'histoire contemporaine du Mali ou l'histoire du Mali de 60 à 2000, donc qui vont être réinterprétées par la nouvelle génération. Il y aura une phase de production de spectacles et après ça, on fera une série de tournées dans 11 villes du Mali. Le projet qui dure 7 mois sera exécuté sous forme de télé-réalité. L'événement mettra sur scène 5 jeunes talents de la musique malienne. Nous allons faire de telle sorte que nous allons dans une ville, on s'installe dans la ville pendant une semaine et nous portons des messages d'éducation civique, de construction citoyenne, mais aussi, comme le dit le projet Maliko, nous allons porter une parole du Mali aux Maliens, aux jeunes et aussi au monde entier par le biais de la télévision et des réseaux sociaux. Il n'y a rien de plus important que de faire représenter le Mali par la jeunesse. Donc on est très content d'avoir été choisi par IFRA et Abou Guissé. Et on souhaite vraiment que l'organisation et les artistes mènent à bien ce projet pour vraiment montrer au monde entier que le Mali possède une valeur culturelle exceptionnelle. Mali Mali
Le temps ainsi donné reste au public d'être au rendez-vous de ce projet qui se positionne à la croisée des cultures urbaines, de la mémoire musicale et de l'engagement citoyen. Et oui, un véritable chef-d'œuvre qui établit le pont entre la nouvelle et l'ancienne génération. La cité des 333 saints, une ville à découvrir à cause de sa richesse culturelle. Ce soir, nous nous intéressons aux corporations socio-professionnelles de la région de Tombouctou. Elles s'identifient à la fois par leur quartier et surtout leurs danses. Danses qui sont faites à des périodes bien déterminées de l'année. À titre d'exemple, le Hala exprime la joie des cultivateurs du quartier Sarkekeina après une bonne récolte. Le Dimba pour les maçons du quartier Sankoré. Malheureusement, certaines de ces danses exotiques connaissent des difficultés quant à leur pérennisation. Le dossier est signé Najim Baba Sissé. Depuis la nuit des temps, les activités socio-professionnelles sont bien structurées à Tombouctou. Les maçons, en passant par les bouchers, les cultivateurs ou encore les mineurs de Saline de Taoudeni, chacun est localisé dans un quartier et s'identifie par des danses de réjouissance à des moments particuliers de l'année. Ils ont au cours de l'année des moments où leur métier, leur profession pèse de tout son poids dans la vie sociale de Tombouctou. Pour les maçons, c'est le crépissage des mosquées. Pour les agriculteurs, c'est les récoltes. Pour les mineurs, c'est le retour de l'azalaï, etc., etc. Donc, généralement, après ces grandes périodes de labeur, de travail, de peine et aussi de joie, parce que c'est le moment où ils peuvent compter les recettes. Donc, généralement, après ces périodes-là, la corporation clôture ça par des danses. Les maçons du quartier Sankoré, chargés du crépissage annuel des mosquées, jubilent autour du Dimba, qu'une série de femmes accompagnent avec des instruments de musique traditionnelle. Cette danse a plusieurs étapes dans ses préparations qui consistent vraiment à respecter certaines règles. Donc c'est une danse mystique qu'on n'organise pas à n'importe quelle occasion, mais au fil du temps, à l'occasion des mariages, dans les grandes familles des maçons, à l'occasion des grands événements, cette danse est organisée, en tout cas pour rendre hommage en tout cas à un grand maçon ou bien en tout cas à un descendant des maçons. Sarekena, c'est le Hala, une danse symbolisant la joie du cultivateur après belle récolte. Hala est une chanson historique, en même temps une chanson paysan. C'est le paysan qui est guerrier et c'est le paysan qui est d'un côté historique aussi. Ça rappelle leur village d'origine, leur village de transit. Ça rappelle beaucoup de choses. C'est un côté historique. Et c'est toujours dédié aux laborieux cultivateurs. Après une journée bien remplie en investissement humain. Cette danse des cultivateurs serait née d'une anecdote. Une fois, ils ont été faire un investissement humain pour un vieux. À la tombée du soleil, les paysans là, ils disent qu'ils ne vont jamais venir sans que le travail soit fini. Le chanteur est en train de chanter pour les égayer. C'est-à-dire quand le travail est fini, ça veut dire que le corpus est passé. C'est-à-dire l'heure de la prière est passée. Le chanteur maintenant a dit « Astaghfirullah al-mari banda haroese ». Les gens là qui sont en train de travailler, là, de piocher les gens là, l'heure de la prière est passée, donc que Dieu leur pardonne. Djingareber danse au rythme du barbarba, une danse majestueuse où les bouchers se déguisent en djinn avec des objets tranchants à la main, ornés des organes des animaux qu'ils abattent en longueur de journée. C'est des danses très expressives parce que c'est les danses qui reprennent le labeur qu'ils ont eu dans le travail. Quant au quartier Belafarandi, les femmes chantent le djaba, qui pour la première fois louait la bravoure d'un représentant de l'État. Cette chanson a toute une histoire avec des mutations sociales, mais aujourd'hui, elle va au-delà. Elles le font pour un de leurs copains qu'on appelle Oye.
qui était le canton au temps colonial. Donc chaque fois, quand on chante le Djaba, vous entendez Oye, Keyas Kanto, Oye, c'est toi le canton. Quand elle se retrouve, on chante le Djaba. Et c'est comme ça que le Djaba est devenu une danse du quartier. Les mineurs quittant les salines de Taoudeni avec la Zalei sont honorés par le Beledje, signe d'une maturité et surtout d'endurance de ces jeunes qui s'adaptent aux circonstances même périlleuses. Visiblement, ces danses de corporation ont perdu de vitesse ces dernières décennies. 2025, année dédiée à la culture par les hautes autorités de la transition, n'est-elle pas une invite à ces acteurs pour revivifier ce qui les a toujours unis? La problématique et les défis que nous avons, c'est la pérennisation, la continuité vraiment de cette danse traditionnelle que nous avons héritée et qui fait partie vraiment des valeurs de Tombouctou. Donc c'est les grands défis que nous avons. Les corporations ont des problèmes de ressources humaines parce que c'est pas, le système d'apprentissage est lent, le système d'apprentissage se perd parce que les grandes familles de maçons, de bouchers, de mineurs, les enfants vont à l'école maintenant. Donc ce qui pourrait être intéressant, on a déjà largement utilisé ces danses-là dans le folklore. Cette année 2025, année de la culture décrétée par le président de la transition, on l'avait salué et on avait dit que c'est une opportunité unique de refaire ces danses-là, de recueillir les différents éléments parce que maintenant, les moyens sont là, les moyens audiovisuels, techniques sont là pour refaire les danses comme ces danses pouvaient se faire peut-être au Moyen-Âge, etc. Il y a donc la tradition orale pour nous édifier sur ça et faire des documents dans lesquels on peut les conserver. Des initiatives sont en cours au sein de certaines de ces corporations socio-professionnelles pour magnifier ces pratiques ancestrales, symbole d'une identité culturelle qui fascine non seulement le Tombouctien, mais aussi les visiteurs qui découvrent Tombouctou pour la première fois. Et vous le savez, c'est la ville de Tombouctou qui abritera la biennale artistique et culturelle au mois de décembre prochain. Déjà, les régions se préparent activement pour une participation honorable. Les autorités administratives de Badjangara se mobilisent autour de cette messe de la jeunesse malienne. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo. Tombouctou s'apprête à renouer avec les projecteurs de la scène de la Biennale artistique et culturelle 2025. Dans la capitale du pays d'Ogon se tient une rencontre réunissant les forces vives de la culture autour des préparatifs de la Biennale artistique et culturelle 2025. L'événement a rassemblé responsables administratifs, acteurs culturels, chefs coutumiers, représentants des collectivités territoriales, tous mobilisés pour que l'édition de Tombouctou soit une réussite éclatante. La biennale, ça engorge toute une entité de notre savoir-faire, de notre origine, de notre façon de vivre, d'où nous venons, où est-ce que nous voulons partir. Cette rencontre, peut-être d'autres le diront sitôt, s'explique par le fait qu'il y a eu beaucoup d'innovations dans le cadre de déroulement de la biennale de Tombouctou 2025. Et ces innovations sont au fait en dehors des disciplines qui étaient habituellement retenues dans le cadre de la biennale. Il y a plusieurs autres disciplines qui sont venues s'ajouter pour meubler en tout cas l'édition 2025. Le chef de l'exécutif régional a salué la forte implication des participants et a appelé à un engagement patriotique autour de l'événement. Perçue comme la plus grande manifestation artistique et culturelle du Mali, la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 a fait l'objet d'informations officielles par la lettre 00634 MACIHT SG en date du 29 avril 2025. Et c'est pourquoi j'ai décidé de tenir la présente rencontre afin de permettre à toutes les populations de jouer pleinement leur partition pour permettre à la région de Badjangara de relever les défis dans le cadre des préparatifs de la Biennale Tombouctou 2025. La flamme culturelle est désormais allumée à Badjangara. Reste
à l'alimenter jusqu'à Tombouctou pour qu'en 2025, la biennale rayonne comme jamais. Je vous amène à environ 300 km de Badjangara. Nous sommes à Mandiakuy, dans la région de San, pour parler d'une vieille pratique. Il s'agit de la célébration de la visite de Marie à l'église catholique. La paroisse de Mandiakuy a accueilli des milliers de chrétiens venus fêter la 81e édition. Un moment de prière et de bénédiction pour un bon hivernage. Le reportage de Drissa Koni. Cette fête mariale est célébrée ici à la paroisse Sacré-Cœur de Mandiakuy depuis 1944. La messe de cette 81e édition est officiée par le prêtre Samou Rémi Kone. Marie a rendu visite à Élisabeth. Elle savait qu'elle-même, elle portait Jésus dans son sein. Elle savait aussi que sa cousine Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste, puisque tout a été annoncé. Dans le rang, dans le plan de Dieu, Marie est au-dessus d'Élisabeth parce qu'elle est la mère de Dieu. Élisabeth est la mère de Jean-Baptiste qui va préparer le chemin de Jésus. En l'absence de l'évêque du diocèse de San, le choix du prêtre pour officier la messe de la visitation à Mandiakuy n'est pas un hasard. Si l'évêque n'est pas là, c'est de coutume à Mandiakuy, quand un stagiaire vient pour son stage annuel, déjà après son ordination, on lui adresse une lettre pour lui demander la présidence de la fête de la visitation à Mandiakuy. C'est le cas. Cette retrouvaille dans une ferveur inédite est l'objectif de la fête pour renforcer davantage ces liens fraternels qui lient les humains. Il y a longtemps qu'on ne se voyait pas, ça c'est une occasion pour tout le monde de se voir. Tous nos ressortissants, tant que tu es bien portant, que tu sois en Côte d'Ivoire, au Burkina, à Bamako, chacun veut venir. Les gens se retrouvent, les gens sympathisent et on se fait des bénédictions. Ça fait quelques années que je voulais vraiment venir à cette fête. La fête de la visitation est un événement aussi religieux que culturel. Après la messe le matin, l'après-midi est consacré à la procession de la bénédiction des puits du village pour implorer la guidance divine du Tout-Puissant par Marie afin d'avoir un hivernage fécond. Chants et danses font bon ménage dans les rues et autour des puits. Une croyance ancestrale à Mandiakuy bien conservée malgré l'avènement de l'église en 1922. Mandiakuy, nous avons 8 quartiers. Et ces 8 quartiers, chaque quartier a un puits. Un puits significatif. Parce que ce puits, c'est comme si c'était le premier puits du quartier. Donc, on choisit ces puits-là, parce que ces puits-là ont servi pour donner la vie. Les puits bénis, le village est purifié, c'est le top départ des travaux champêtres. Dès le 1er juin, les gens peuvent commencer à s'aimer. Si cette fête ne passe pas, personne ne quitte pour aller au champ. Hier nuit, il y a eu la soirée dansante pour les jeunes. Le matin, il y a eu la prière. Actuellement, on est en train de faire le tour des puits et la bénédiction. Et après, ce soir aussi, il y a la prière. Après la prière, il y a une soirée aussi. Et le lendemain matin, on amène la Sainte Vierge à l'église. Le directeur régional des affaires religieuses et du culte des saints, dépêché par le département de tutelle, a salué cette communion qui a su perdurer dans le temps. Vraiment, ça cadre bien avec, n'est-ce pas, l'esprit, n'est-ce pas, des autorités, n'est-ce pas, qui ont placé cette année, n'est-ce pas, 2025, comme année de la culture. C'est vraiment un vecteur très très important, n'est-ce pas, de la cohésion sociale. Voilà, ça peut amener l'entente et la paix, n'est-ce pas, la joie. En tout cas, tout porte à croire que les prières sont exaucées car le ciel a commencé à s'assombrir avant même la fin de la procession. Et nous avons de la pluie à Bamako également, Drissa Koni. C'est ce qu'on pouvait retenir de la page spéciale dédiée à la culture. Rendez-vous le week-end prochain pour d'autres initiatives visant à promouvoir la richesse culturelle du Mali.
Suite de cette édition, il y a 2 ans, on parlait de lui sur cette même antenne en tant que vice-président. Aujourd'hui, Modibo Sako, âgé de 40 ans, est élu président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Donc, il connaît parfaitement les rouages de cette haute juridiction de l'Union africaine. Le nouveau président mettra à contribution sa riche expérience afin d'imprimer sa marque dans le fonctionnement de la Cour. Sori Ibrahima Keïta revient sur le parcours du jeune magistrat. La jeunesse à la tête couronnée prend les rênes de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Un habitué de African Hall version droits de l'homme à Arusha, certes, qui y siège depuis février 2021 pour 6 ans. Mais cette fois, il prend vraiment du galon et son pays de la hauteur en termes de réputation internationale. Modibo Sako, désormais auréolé du très respectable titre de président de cette cour jusqu'en 2027, après celui de vice de juin 2023 à juin 2025, une des 11 têtes bien faites, des 11 juges indéboulonnables des États membres de l'Union africaine, élus à titre individuel. Une première des mémoires de l'institution. Titulaire d'un doctorat en droit public en août 2023 sur le renseignement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Déjà d'un doctorat en droit privé en février 2019 sur la répression des violations des droits humains en temps de conflit armé. L'exemple du Mali. D'un master en droit public, option droit de l'homme et droit international humanitaire, et de 4 autres diplômes universitaires en droit, arbitre, conciliateur agréé au Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali depuis mai 2022, juge à Fana, puis au tribunal de la commune 3 du district de Bamako, magistrat membre de la cellule nationale de traitement des informations financières. Il aura été plusieurs fois dans des départements ministériels comme conseiller technique. Plusieurs fois point focal chargé des questions des droits de l'homme, expert, instructeur ou chargé de cours dans de hautes écoles, expert juridique, expert évaluateur, juriste senior de cabinet d'avocat. Bref, un juriste qui a plusieurs flèches de droits humains à son arc. C'est ce chef de famille, père de 4 enfants, qui est appelé aujourd'hui à donner plus de punch à cette cour panafricaine créée par les États membres de l'Union africaine afin de renforcer la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Cela pour compléter et renforcer le mandat et l'arsenal de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Bon vent au président Sako. Environ 300 000 femmes et jeunes ont bénéficié d'un accompagnement au compte du projet de financement inclusif des filières agricoles au Mali. Plus de 500 000 petits producteurs agricoles ont également eu accès au financement dans le cadre de la contractualisation de l'agriculture. Ce sont là des acquis du projet de financement inclusif des filières agricoles au Mali. Ces informations ont été données à l'ouverture de la 2e session extraordinaire du comité de pilotage du projet. Le reportage de Batraouri. Le projet de financement inclusif des filières agricoles élargi au programme Convient Sahel a été lancé il y a 6 ans. Ces initiatives constituent une réponse aux défis liés à la COVID-19, aux conflits et au changement climatique, en ce sens qu'elle apporte un soutien considérable et une facilité de financement aux producteurs agricoles et aux couches vulnérables. La 2e session extraordinaire du comité de pilotage du dit projet obéit à un principe, celui du bilan. Nous sommes aujourd'hui parvenus sur plusieurs aspects, notamment la composante A, à travailler à accompagner les groupes vulnérables, plus de 300 000 personnes, femmes jeunes qui ont été touchées, qui sont mis en relation et qui ont accès au financement aujourd'hui pour démarrer des activités génératrices de revenus. Sur la composante B du projet, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons
beaucoup travaillé à expérimenter et à mettre aujourd'hui à échelle la question de contractualisation de l'agriculture, ce qui est une nouveauté, ce qu'on appelle les 4P, le partenariat public-privé-producteur. Toute chose qui nous a permis d'accompagner aujourd'hui plus de 5000 petits producteurs et plus de 200 organisations de producteurs aujourd'hui qui ont pu avoir des contrats avec les petites et moyennes entreprises agricoles. Sur ces résultats qui sont vraiment probants, nous encourageons à poursuivre cette dynamique avec la même rigueur et le même esprit de collaboration pour relever les défis qui demeurent et consolider les acquis, notamment à travers la mise en œuvre réussie des ressources mobilisées pour les financements additionnels qui s'élèvent à 10 155 000 $ américains. L'exécution des 2 projets est assurée par le ministère de l'Agriculture et la coordination par celui de l'Industrie et du Commerce. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est une opportunité de suggestion, de propositions et de recommandations pour la révision des 2 programmes de travail et budget annuel 2025 en vue de boucler les activités restantes et la consolidation des acquis obtenus. Le Fonds international pour le développement agricole FIDA, le Danemark et le Canada sont les partenaires financiers du gouvernement pour la mise en œuvre de 2 projets. Les initiatives présidentielles pour la santé et l'éducation sont en marche dans le sud-ouest à Gagwa. Cela se matérialise par la construction d'un centre hospitalier universitaire régional et d'un centre universitaire régional. Le gouverneur de la région s'est donc rendu sur les 2 lieux pour constater de visu l'avancement des travaux et toucher du doigt les réalités du terrain. Le reportage de Oumarou Sagnon et Sié Kael Pouda de la RTB. Le 30 novembre 2023, le chef de l'État lance officiellement les travaux de construction du centre hospitalier régional universitaire à Gawa sur une durée de 3 ans. 21 mois et quelques jours après, le gouverneur du Sud-Ouest suit de près l'avancée des travaux de ce joyau d'environ 46 milliards de francs CFA. Un joyau qui se réalise sous la coupe de l'initiative présidentielle pour la santé et qui se trouve être à un taux d'exécution satisfaisant. Le taux d'exécution des grosses œuvres est de 95% et le délai consommé est de 60%. C'est une des rares fois que je vois qu'une entreprise est en avance par rapport au délai consommé. Aujourd'hui, nous faisons tout le nécessaire pour qu'au moins ce délai soit toujours poussé en avant. C'est pour ça que nous avons anticipé avec le démarrage des travaux de seconde œuvre. Aujourd'hui, nous avons commencé à faire tout ce qui est préinstallation électrique et préinstallation sanitaire. Vous l'avez vu tout à l'heure lors de votre visite qu'il y a des travaux qui sont déjà avancés dans ce sens. Et très prochainement, nous allons aussi évoluer avec les travaux connexes comme la VRD qui va suivre aussi. Aussi, il y a d'autres lots qui vont démarrer incessamment comme la peinture, le carrelage. Siaka Baro s'est également rendu à l'École nationale des cadres moyens en travail social pour une immersion dans la réalité de cet institut en rencontrant les étudiants, les encadreurs et le personnel. Et c'est la même dynamique qui le conduit, lui et sa délégation, au centre universitaire de Gawa. Échange avec les étudiants, les encadreurs, les responsables, puis une visite sur le site de construction d'un amphithéâtre de 500 places. Pour être professionnalisé ou pour faire des études dans un domaine spécifique, il fallait partir dans les universités privées. Aujourd'hui, nous avons des universités publiques qui s'occupent de ces formations. Après les conseils que le gouverneur a voulu apporter comme soutien aux étudiants, nous avons passé en revue tous les aspects liés à notre organisation, tous les aspects liés à nos effectifs. On les a présentés au gouverneur et nous avons présenté essentiellement les difficultés que nous pensons que ça pourrait être levé au niveau donc régional. Ces visites terrain permettent au premier responsable du Sud-Ouest de renforcer sa connaissance sur les difficultés des entités visitées, ceci pour optimiser leur rendement. Au Niger, les autorités militaires ont célébré la fête de Tabaski aux côtés des forces armées nigériennes déployées sur les différents théâtres d'opération. Un moment de communion, d'encouragement et de soutien à ces soldats qui se battent au quotidien pour la sécurité du pays. Le commentaire de notre consoeur de la télévision nigérienne, Jocelyne Amoussou.
Chers compatriotes, à l'occasion de la fête de Tabaski, célébrée le vendredi 6 juin 2025, les autorités militaires ont conduit une série de visites sur les positions avancées des forces armées nigériennes. Ces missions ont permis de témoigner de la solidarité de la hiérarchie à l'endroit des unités engagées, de partager un moment de communion spirituelle, d'évaluer la situation opérationnelle et de renforcer la cohésion au sein des forces. Supervisé par le chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salo Bormou, ces visites ont mobilisé les chefs d'état-major d'armée, le commandant des opérations spéciales, les commandants de zones de défense. Toutes ces autorités ont tenu à célébrer la Tabaski aux côtés du personnel déployé, marquant ainsi leur attachement aux valeurs de fraternité militaire, de proximité du commandement et d'unité dans l'action. À Termit, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Maman Sani Kiao, s'est rendu auprès du 33e bataillon interarmes en compagnie du commandant de la zone de défense numéro 3. À Tawa, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérien Salifou Menassara, a partagé la célébration avec le personnel de la base aérienne 401. Le chef d'état-major de l'armée de l'air adjoint a pour sa part assuré la présence du commandement à Agadez, tandis que le commandant des opérations spéciales était à Torodi auprès du 95e bataillon spécial d'intervention. Les commandants des zones de défense ont également marqué cette fête à travers des missions spécifiques sur leur zone de responsabilité auprès de certaines unités. Le commandant de la zone de défense numéro 1 s'est rendu au 14e bataillon interarmes de Tiloa. Le commandant de la zone de défense numéro 2 était auprès du 24e bataillon interarmes à Ifirouane. Le commandant de la zone de défense numéro 4 a partagé la fête avec le 44e bataillon interarmes à Tassara. Le commandant de la zone de défense numéro 5 a célébré la Tabaski avec le 58e bataillon interarmes à Baroua. Le commandant de la zone de défense numéro 6 a rejoint le 64e bataillon interarmes à Madarumfa. Le commandant de la zone de défense numéro 7 s'est déplacé sur la position de Bumba. Le commandant de la zone de défense numéro 8 s'est rendu à Shirfa sur la position du 83e bataillon interarmes. Le commandant de la zone de défense numéro 9 était aux côtés du 93e bataillon interarmes à Bankilari. Sur l'ensemble des positions visitées, les chefs militaires ont tenu des rapports généraux devant les troupes. À travers ces échanges, les soldats ont reçu les messages de soutien, d'encouragement et de reconnaissance du chef de l'État et de la haute hiérarchie. Des félicitations ont été adressées pour le courage et la résilience démontrés face aux multiples défis sécuritaires. Des hommages ont été rendus aux frères d'armes tombés pour la patrie à travers des prières collectives. Abdul Karim Kaba, bonsoir. Bonsoir Awadit Makamara, bonsoir tout le monde. Vous l'aurez compris, c'est l'heure du sport et nous débutons la page sport par du basketball, notamment la table des marques. C'est quoi la table des marques, Abdul Karim Kaba? Eh bien, la table des marques en basketball regroupe les officiels chargés d'assister l'arbitre. Ils sont chargés en particulier de la tenue de la feuille de match, suivi des points, des fautes et du chronométrage, démarrage et arrêt du match et la mise à jour du panneau d'affichage. Et il faut donc tous ces éléments pour démarrer un match de basketball professionnel. Le dossier sur la table de marque est signé Moussa Diabaté. La table technique ou encore la table de marque, selon les officiels, est l'élément indispensable pour un match de basketball. Elle se situe sur le côté du terrain dans le sens de la longueur entre les deux bancs de deux équipes. La table de marque en basketball représente le second corps arbitral des matchs. Les officiels de la table de marque sont au nombre de 4, plus un commissaire technique représentant la fédération. C'est ici qu'on marque le tout. C'est pourquoi on l'appelle la table de marque. Tout est enregistré ici. La feuille de marque, c'est le film de la rencontre. Après la rencontre, celui qui sait analyser une feuille de marque, tu sais, même si tu n'es pas à la rencontre, tu sais tout ce qui s'est passé. C'est lui qui détient le compte courant des points marqués et des lancers francs marqués.
C'est lui qui a écrit toutes les fautes sur la feuille de marque. Il est assisté d'un aide-marqueur. Ils sont tous polyvalents aujourd'hui, c'est dans cette chose. Donc l'aide-marqueur, c'est lui qui fournit le tableau d'affichage. Et ces aides-marqueurs comprennent rapidement les gestes des arbitres sur le plancher et les notes à la seconde. Nous connaissons déjà les signaux des fautes ou des enregistrements de toutes les violations du basket. Ce qui fait que dès qu'eux ils font un signalement, nous on sait déjà de quoi il s'agit. Et aussi nous avons la communication à travers le regard qui est très important. Donc on se regarde seulement, on sait déjà de quoi il s'agit. Au cas où il y a un incident, voilà, on fait sonner le gong juste pour qu'ils puissent venir. Comme ça, on leur demande ou bien on rectifie ensemble. Il faut avoir un très bon niveau de corps arbitral FIBA pour travailler sur cette table de marque. Ces gens-là que vous voyez sont tous des officiels de table de marque FIBA. Sur cette table, il y a le chronomètre de jeu et le chronomètre de tir. Non seulement elle mesure le temps de la rencontre, elle mesure le temps mort et quand un joueur a 5 fautes, c'est elle qui sait 5 fautes. Cette table est aussi un trait d'union entre les entraîneurs et les arbitres sur le plancher. Ça nous facilite la tâche, mais souvent ça peut aussi nous compliquer la tâche. Par exemple, souvent si c'est pour prendre un temps mort par exemple, c'est une question de timing. Souvent tu demandes un temps mort, si la table de marque n'est pas concentrée, le temps où tu veux prendre le temps mort, si ça passe, donc ça peut te causer des soucis. La table de marque, auxiliaire des arbitres, est l'unité centrale des matchs de basketball. Sans elle, un match ne peut se dérouler. Et partons à la découverte de cette autre discipline. Il s'agit du badminton. Que peut-on savoir sur cette discipline, Abdul Karim Kaba? Eh bien, le badminton est l'un des sports de raquettes les plus rapides au monde où les dépenses énergétiques sont considérables. On retrouve dans ces sports aussi bien les réflexes, la coordination, la tactique et la stratégie. En plus de ces avantages physiques, le badminton joue d'une réputation de sport convivial avec des effets positifs et sur le bien-être de ses pratiquants. Nous retrouvons Moussa Diabati. Comme toutes les disciplines sportives, le badminton a aussi ses règles de jeu. Ça commence par la mise en place de sa surface de jeu. Le badminton, c'est un sport de raquette qui se joue sur un terrain rectangulaire de 13 mètres 40 de long et de 6 mètres 10 de large. Il nécessite aussi un filet et les échanges commencent par un service à main basse au niveau de la ceinture et les frappes se font à la volée, un peu comme le volleyball. Ça, c'est un volant en plastique. Le volant en plastique est composé d'un bouchon. C'est ici où le joueur doit frapper pour changer de trajectoire du volant. Alors, ce volant est utilisé généralement pour les entraînements. Ils sont appelés les badistes, les pratiquants de cette discipline, et ils prennent le goût dans ces sports. Tout d'abord, c'est mon père qui m'a beaucoup motivé à faire ce sport. Puis avec le temps, j'ai commencé à aimer et à apprendre ce sport. C'est bon pour ma santé. Génial. En plus, j'aimerais le faire pour que je puisse être une internationale. Le badminton, une discipline praticable pour tout le monde et à tout âge. Tout le monde est habilité à pratiquer cette discipline, à savoir les personnes âgées, genre les personnes de tout âge, les enfants, jeunes, vieillards, femmes, hommes en même temps. Comme le tennis, il n'y a pas de match nul en badminton. Un match de badminton est composé de 2 sets. Un set de 21 points. Donc si vous gagnez les 2 sets, vous remportez le match. Mais ça peut arriver que le joueur, par exemple A, gagne le premier set, le joueur B gagne le second set. Là, à ce moment-là, on va ajouter un 3e set qu'on appelle la belle pour les départager. Les passionnés de cette discipline soutiennent leurs athlètes préférés. Je prends goût, je les suis avec la famille, avec madame, les enfants, avec les parents. Tout le monde peut être invité en tant que passionné de ce sport. Depuis 1992, le badminton est un sport olympique. Le badminton est 9e au rang des sports les plus populaires au monde avec 339 millions de pratiquants actifs jouant au moins une fois par semaine d'après la Fédération mondiale de badminton.
badminton. Dites-moi, Kamara, vous êtes invité à jouer ce sport. Je rappelle d'ailleurs que le badminton a pour président le chef de la major de la garde général Famouké. Ah d'accord, intéressant. Merci bien Abdul Karim Kaba pour toutes ces précisions. Merci. Je t'amène aussi à la découverte d'une écolière du nom de Seirata Yaya Touré. Elle est à Gao. Elle dépèse toute seule plusieurs moutons en un temps record. Une pratique volontaire qu'elle a choisi de faire en tant qu'élève dans ses heures libres pour aider son père qui est lui-même un boucher. C'est un reportage de Aliou Idrissa Meiga. Elle s'appelle Seirata Yaya Touré, élève en classe de 8e année. Âgée de 15 ans, elle a décidé volontairement, en plus de ses études, de se lancer dans le dépouillement des animaux. Elle a aimé ce travail, selon elle, à travers son père qui évolue dans le domaine. Je travaille, ça me plaît, c'est pour ça que je fais. J'aimerais aider mon père aussi. Bon, ça lui plaît. Elle me dit c'est bien, elle me encourage pour faire ça. Par jour, Seirata, qui encourage les autres filles à aider leurs parents, peut dépouiller et dépecer plusieurs moutons. 5 ou bien 6. C'est bien de faire, d'aider leurs parents. Yaya Aluseni Assarki est le père de Seirata. Il apprécie la démarche de sa fille. Elle travaille avec moi, ça vaut 3 ans. Elle connaît tout. Dans ce métier-là, elle peut tout faire. Ses sœurs, elles ne l'ont pas choisi, c'est elle qui a choisi ce travail. Donc elle a choisi de m'aider. Kader Touré est journaliste. Il se dit très impressionné par le talent de cette fille. Chaque fête de Tabaski, c'est là que je passe pour le traitement final de mes animaux. J'ai remarqué évidemment que cette fille, en un temps, 3 mouvements, elle est capable, n'est-ce pas, d'égorger, d'épaisser, de couper et de mettre en morceaux un animal. Et là, c'est impressionnant. L'activité génératrice de revenus menée par Seirata Touré contribue sans doute à appuyer son père dans la prise en charge de ses études. Bon courage à elle. De la musique à présent avec ce concert de l'artiste musicien Bouye Koité, une façon pour l'artiste de communier avec ses fans à l'occasion de la fête de Tabaski. C'était au Centre international des conférences de Bamako. Ibrahim Kaoukonaté nous fait revivre les temps forts de ce show. C'est dans une salle archi-comble que l'artiste Bouye Koité a fait une entrée triomphale sous les acclamations d'un public venu en masse remplir la salle. J'ai initié ce concert il y a 10 ans de cela. Cela me permet de fêter la Tabaski avec mes fans, mes Djatigou et célébrer aussi le riche patrimoine culturel musical du Mandé. Vraiment, c'est toujours un plaisir de voir la grande mobilisation de mes fans autour de ce célibat show. Surtout la motivation des femmes. J'ai pris aussi pour le Mali, mon pays. En cette année de renaissance culturelle, cette soirée contribue à la promotion de la musique mandingue. Bouye, c'est quelqu'un qu'on doit accompagner, c'est quelqu'un qu'on doit assister, c'est quelqu'un qu'on doit encourager parce qu'il a toujours su garder les valeurs sociétales inculquées en lui. Auteur, chanteur, compositeur, originaire de la première région, né à Bamako, Bouye Koité est issu d'une famille de griots musiciens. Il a toujours voulu faire comme moi et il le fait mieux que moi. Donc c'est une fierté. C'est quelqu'un qu'on doit encourager. Moi je l'encourage beaucoup, je l'oblige à répéter, à jouer avec sa guitare, à chanter. Pour la 10e fois consécutive que Bouye Koité, le chouchou des femmes, a pu créer ce cadre festif pour renouer avec son public. Je suis très fan de Bouye, c'est un très bon artiste, très talentueux. C'est vraiment le roi du live comme on le dit. Son concert, c'est toujours, il y a beaucoup d'ambiance, il y a du monde. Ça change quoi, c'est vraiment bien. Cette 10e édition a été marquée par certaines collaborations musicales, notamment la participation des frères Diabaté.
Et c'est sur ces notes des 21 cordes de la Koura que s'achève cette édition. Pensée spéciale à nos femmes à Mandjakui, Benena, Chouchou et Tominya. Bonsoir.